Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine ce mardi 2 juin, coup de jeune pour le couvent des Jacobins, entièrement restauré après 4 ans de travaux. Un an après sa création, le dispositif d'appel 3966 Allo Docteur est un succès. Enfin, à un mois de la liquidation probable de TLT, nous évoquerons l'avenir des médias locaux et les solutions qui pourraient être envisagées pour sauver votre chaîne. Avec vous, Serge Regour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Toulouse, spécialiste des médias. Je vous dis à tout à l'heure. C'est un joyau de l'art médiéval à Toulouse à découvrir ou redécouvrir. Depuis 2011, le couvent des Jacobins a fait l'objet d'importants travaux de rénovation et de modernisation. Aujourd'hui, ce vaste chantier est terminé. 4 jours de fête sont programmés dès jeudi pour la réouverture des Jacobins. Visite des lieux avec Eva Derwal et Vincent Guiraud. Le palmier des Jacobins surplombe un couvent désormais entièrement rénové. Avec un coût de 4,8 millions, la rénovation n'a entraîné aucune fermeture. Ces 4 années de travaux ont permis plusieurs chantiers. D'abord des chantiers de conservation pour conserver le monument, assurer sa pérennité, notamment avec un travail sur les couvertures, les toitures qui ont été refaites pour les chapelles de l'église, pour la salle capitulaire. Et puis un certain nombre de travaux que je dirais de confort pour améliorer l'accueil des visiteurs, notamment l'éclairage dans l'église, dans le cloître. Et enfin, des salles qui étaient jusqu'à présent fermées au public et qui vont réouvrir, que sont l'ancienne sacristie et la chapelle de la Vierge, qui ont été considérablement transformées puisque la voûte de la sacristie a été complètement refaite. Pour une approche plus didactique, un parcours d'interprétation a été créé. Cela va de panneaux explicatifs jusqu'à l'installation de bornes multimédia pour les curieux qui veulent entrer dans les détails. Pour marquer le coup, le couvent ouvre ses portes au public de jeudi à dimanche pour des concerts, mais aussi des visites particulières. On va inviter le public à venir visiter les lieux d'une toute autre façon, puisque chacun va s'approprier les sensations qu'on va leur offrir. Et on va leur offrir des sensations visuelles avec des artistes vivants, des sensations vidéo, puisqu'on va leur recréer une visite virtuelle du clocher par exemple, et une remise en lumière des lieux, puisqu'on va se servir de la nuit pour les éclairer comme on veut. L'ancienne sacristie et la chapelle de la Vierge accueilleront leurs premiers visiteurs au cours des 4 jours. Les portes ouvertes permettront de gonfler les chiffres des 300 000 visiteurs qui découvrent l'église chaque année. En bref, suite du crash de l'A400M début mai à Séville, de nombreux protocoles auraient été ignorés lors de l'assemblage final de l'avion de transport militaire pour rattraper les retards de livraison. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le site économique espagnol El Confidencial. Il s'appuierait sur des sources du secteur aéronautique. Jeudi dernier, dans un quotidien allemand, le directeur de la stratégie d'Airbus Group, lui-même Marwan Laoud, aurait reconnu un sérieux problème de qualité dans l'assemblage final de l'A400M. Pas d'économie pour le maire de Toulouse en matière de sécurité. Jean-Luc Moudinque installera 73 nouvelles caméras de vidéosurveillance avant la fin de l'année. Au total, ce sont 260 nouvelles caméras que veut installer la ville de Toulouse durant le mandat municipal jusqu'en 2020. Marlène Canal-Moriès nous en dit davantage. Avec 6 caméras de vidéosurveillance installées cet hiver, le quartier Arnaud-Bernard a ouvert le bal. D'ici début 2016, 73 caméras seront implantées dans 11 quartiers toulousains. Un déploiement équilibré entre centre-ville et quartiers de la périphérie, là où sont avérés les faits de délinquance. Selon le calendrier municipal, les premiers quartiers équipés début juillet seront ceux de Bayard et de Saint-Aubin. Suivront d'autres secteurs du centre-ville, puis des zones dites sensibles comme Ampalo ou les Isards. Dans les prochaines années, pour tenir l'objectif des 260 caméras d'ici 2020, le rythme pourrait être plus élevé. En 2015, pour respecter ses promesses électorales, le maire de Toulouse a décidé de consacrer à l'implantation de caméras la somme de 1,7 million d'euros. 900 000 pour les caméras et 800 000 pour le nouveau PC. 44% de cette somme seront pris en charge par l'État. Il y a un an, l'Agence régionale de santé mettait en place un numéro unique en Midi-Pyrénées pour joindre un médecin de garde la nuit, le week-end et les jours fériés lorsque les cabinets médicaux sont fermés. Un dispositif d'appel complémentaire du 15 qui ne sert pas que pour les urgences. Le 3966 permet aussi d'avoir un simple conseil pratique ou thérapeutique. Aujourd'hui, ce numéro a fait ses preuves. Un succès que nous résument Jérôme Bolloc et Alain Sorat.
Le 3966 a enregistré près de 200 000 appels cette année. D'après une enquête d'Aris Interactive, 84% des personnes ayant eu recours à ce service ont fait état de leur satisfaction. Ils louent notamment la qualité des conseils. Néanmoins, le numéro n'est pas encore suffisamment connu. Moins de la moitié des habitants de la région le connaissent. De nombreuses choses restent encore à améliorer. Il y a certains jours, et notamment nous avons vu à l'occasion des fêtes de fin d'année par exemple et des ponts qui ont été de 3 ou 4 jours, il y a encore une attente avant que les appels puissent être pris. C'est l'un des sujets sur lesquels nous continuons à travailler bien sûr en partenariat avec les médecins. Près de la moitié des appels ont concerné le problème de santé d'un enfant. Donc ça veut dire que sur les sujets pédiatriques, nous allons évidemment mettre l'accent en matière de formation des régulateurs et des permanenciers. Midi-Pyrénées est, après la Franche-Comté, la seconde région à expérimenter un tel dispositif. Il devrait prochainement être généralisé à toute la France. Le 3966 fonctionne sur la base du volontariat. Nous avons chaque week-end entre 20 et 30 médecins qui répondent au téléphone dans chacun des départements de la région. Et il y a ensuite un dispositif de médecins qui sont mobilisés, qui sont des médecins effecteurs, donc ceux qui voient les patients en consultation. Il y en a pour un week-end ordinaire, par exemple, entre 150 et 160. Il est tôt aujourd'hui pour dire qu'un dispositif comme celui-là infléchit le recours des passages aux urgences. C'est un des objectifs à moyen terme. En tout état de cause, ce numéro est indiqué pour un conseil téléphonique ou un rendez-vous pour une consultation. Mais en cas d'urgence vitale, aucun doute, il faut continuer à appeler le 15. Serge Regour, rebonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Toulouse, vous êtes spécialiste des médias. L'avenir de TLT sera définitivement connu le 3 juillet. Le tribunal de commerce devrait prononcer la liquidation totale de la chaîne, à moins que d'ici là, un événement extraordinaire survienne, une décision politique par exemple, qui changerait le sort de la première télé locale en France. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et plus généralement pour les Toulousains, la disparition d'une chaîne locale comme TLT? Écoutez, il est de coutume de considérer que désormais, la vie démocratique, l'espace public, le fonctionnement même de la démocratie est évidemment lié au pluralisme de la presse et au rôle joué par les médias. Dire que dans un périmètre déterminé, qui est en l'occurrence celui de la métropole toulousaine, un média aussi important qu'une télévision va disparaître, c'est évidemment, du point de vue politique, du point de vue démocratique, extrêmement désolant, extrêmement négatif, puisque c'est une partie de l'espace public qui se rabougrit. C'est toute une série d'informations, d'acteurs locaux, de responsables culturels, de responsables sportifs, de responsables associatifs, d'acteurs politiques qui perdent une tribune. Et donc, pour les citoyens, encore une fois, de la grande métropole toulousaine, eh bien, c'est effectivement un média important qui cesse d'exister. Donc, c'est un appauvrissement du débat démocratique, c'est un appauvrissement de la démocratie, c'est un appauvrissement du pluralisme de la presse. Et donc, de ce point de vue-là, n'importe quel observateur attaché au pluralisme et au débat démocratique ne peut évidemment que s'en désoler. Est-ce qu'il existe un modèle économique viable pour les chaînes locales? Alors vous savez, historiquement, il y a eu beaucoup d'illusions et beaucoup de naïveté, puisque dans les années 80, Jean-Denis Brodin, qui était un des responsables à l'époque du Parti radical de gauche et un des amis intimes de Mitterrand, avait pondu un rapport selon lequel il devrait y avoir 80 télévisions locales de plein exercice qui auraient dû trouver leur équilibre par les seules ressources du marché. Une fois encore, les potentialités du marché se sont avérées totalement aléatoires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucune chaîne locale, selon vous, peut vivre ou carrément des recettes Non, je pense qu'il n'existe pas actuellement de pur modèle de télévision privée qui pourrait vivre selon la logique de financement qui est le modèle même de la télévision commerciale en Europe, qui est la ressource publicitaire. À ce jour, je n'en connais pas. Et dans les États, dans les pays où il existe en effet une tradition de télévision locale et régionale, alors, mais y compris en Europe, je pense en particulier aux États du Benelux, particulièrement en Belgique ou aux Pays-Bas, où existent effectivement des télévisions locales et régionales dites de plein exercice, qui vivent de manière assez conséquente, avec des problèmes très attractifs, qui ont des taux d'audimat intéressants. Elles sont évidemment adossées
aux collectivités territoriales dans des logiques que l'on pourrait qualifier de logiques de délégation de services publics. C'est-à-dire que les collectivités territoriales payent, mais non pas comme un guichet à fond perdu, mais comme dans une logique de service public où vous avez des opérateurs privés qui gèrent un certain nombre d'activités dites de service public dont on sait par nature que ce ne peuvent pas être des activités rentables. Si dans notre société aujourd'hui, on disait que toutes les activités non rentables doivent être supprimées, eh bien c'est tout notre modèle social qui serait évidemment en péril, puisque chacun sait bien que, aussi bien dans le domaine de l'école que dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, etc., les abondements publics, les financements publics jouent un rôle déterminant. Question: est-ce que l'information est une valeur qui doit participer aux logiques de service public? De mon point de vue, il n'y a pas le moindre doute. Alors on peut éventuellement rétorquer qu'il existe un modèle de télévision régionale publique qui, en l'occurrence, est le réseau de France 3. Le problème, c'est que... C'est une chaîne publique d'une part, mais c'est une chaîne publique qui en plus est une chaîne nationale, avec simplement des décrochages locaux. Pas suffisant. Et en réalité, le modèle de France 3 aurait dû être une chaîne régionale avec des décrochages nationaux, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui se fait. Et nous aboutissons, me semble-t-il, à cette situation tout à fait aberrante, selon laquelle les moyens, qui sont des moyens importants de France 3, en termes de personnel, de studio, de matériel, etc., restent largement non utilisés, puisque les créneaux horaires de France 3 à Midi-Pyrénées sont extrêmement réduits. On a une chaîne locale qui, elle, a des grilles de programmation qui sont tout à fait disponibles, mais qui aujourd'hui se trouve confrontée à une absence de moyens. Là, il y a une équation totalement paradoxale et extrêmement regrettable. Est-ce que finalement, pour conclure, c'est un échec des télés locales? Est-ce que, alors on parle aussi de créer des chaînes peut-être uniquement sur le web? Oui, mais je ne pense pas pour ma part que les chaînes du web soient de nature effectivement à se substituer ou à concurrencer même les grands médias traditionnels. Je pense que le web est effectivement une offre complémentaire, une offre qui s'ajoute, mais pas une offre qui se substitue. Et de ce point de vue-là, le cas de Toulouse est évidemment très singulier, puisqu'il se trouve que TLT a été la première chaîne locale en France, inaugurée par Dominique Baudis. Et Dominique Baudis savait ce qu'il faisait lorsqu'il a créé une chaîne publique. J'ose à peine rappeler qu'il a été un des journalistes vedettes de la télévision française, aussi bien sur TF1 que sur FR3 à l'époque, qu'il a été ensuite président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est dire que s'il avait une expertise en matière d'audiovisuel, ça n'est pas contestable. Or, il me semble qu'aujourd'hui, symboliquement, laisser mourir cette chaîne de télévision, c'est aussi finalement couper un lien de filiation avec l'initiative qui était celle de Dominique Baudis. Merci Serge Regour d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée.